Ok, en fait, j'ai pas préparé ça, je me suis dit que ça serait plus ou moins informel. Donc, je sais pas, je sais plus si, je crois que j'ai peut-être déjà parlé à une journée à club où les étudiants ont parlé de ça, Scalar Field Dark Matter. Ah, en français ou en anglais? Ah bah, en français, je connais tous. Tout le monde parle français? Ouais. Donc en français pour une fois. Euh, je sais plus si vous vous souvenez de The que ce soit moi, mes étudiants, ont On peut-être peut fait bien les faire années comme si dernières. c'était pas le cas. Voilà. Donc, j'ai repris des. Donc je vais pas parler de tout ça parce que j'ai repris d'autres exposés. Donc au début, dans les slides, il y a la matière noire. Donc je suis sûr que, enfin, je pense que certains d'entre vous pensez qu'il existe de la matière noire. Donc je vais surtout parler de ça. Rappeler la formation de halo de fusil dark matter en général, parce que fusil dark matter, c'est peut-être le nom que vous connaissez, vous avez plus souvent entendu parler dans ce contexte-là, pour des scénarios de matière noire qui sont alternatifs à CDM. Alors CDM, c'est le modèle habituel de matière noire, je dis ça pour toi, où il faisait référence, les WIPs, c'est du CDM, c'est-à-dire matière noire froide non collisionnelle, où en gros on peut décrire la matière noire comme un ensemble de particules discrètes, massives, enfin les deux masses très petites par rapport aux échelles astrophysiques. Et ce que j'ai regardé, c'est des scénarios alternatifs à ça. Donc je vais rappeler ça et ensuite je vais parler de ce qu'on a fait l'année dernière, en gros, un an et demi, sur la formation de vortex dans les cœurs de matière noire, dans les modèles qu'on regarde. Et puis ça, c'est des trucs qu'on avait fait, et ça avec mon étudiant avant, Alexis, sur la dynamique d'un trou noir dans un halo de matière noire. Donc, comment la matière noire tombe sur le trou noir, et notamment quand le trou noir est en mouvement, c'est un peu plus compliqué. Et puis, du coup, si on a un système de trous noirs binaires, donc deux trous noirs qui tournent autour de toi, s'ils sont dans un halo de matière noire, ben, ça va un peu changer la dynamique des trous noirs, et donc le signal donc, gravitationnel qu'ils vont émettre. Simplement, parce que les trajectoires des deux trous noirs vont être un peu modifiées parce qu'elles sont freinées par la matière noire, comme par friction dynamique à la Chandrasekhar. Et puis ça, un autre truc qu'on a fait plus récemment c'est que dans ces cadres de modèles, en fait, on a un champ scalaire qui oscille à la base, un peu comme l'inflaton, qui oscille au fond de son potentiel. Et donc, du coup, ça fait des termes sous-dominants à la densité qui oscille aussi. Généralement, il les néglige, mais enfin, à l'ordre sous-dominant, il y a un terme oscillant. Et donc, c'est comme l'effet Sachs-Wolf intégré ou autre. Quand tu as un potentiel qui dépend du temps, bah, tu vas avoir un effet sur la propagation des photons ou des ondes gravitationnelles, juste parce que la métrique et donc le potentiel gravitationnel dépend du temps. Et ça, c'était mis en avant la première fois par Rubakov en 2014, je crois. Euh, et donc, on avait regardé un peu l'effet que ça pouvait avoir sur des ondes gravitationnelles qui se propagent et qu'il y a des halos de matière noire qui ont des oscillations sous-dominantes. Est-ce qu'on pourrait les voir? En pratique, ce qu'on trouve, c'est que, je peux vous dire tout de suite parce que je ne pense pas que j'aurais le temps de parler, c'est qu'il faut quand même que les halos de matière noire soient très denses pour que le signal soit observable. Donc, c'est dans les cas les plus simples, on s'attend à ce que le signal soit faible, trop faible. Donc ça, j'ai peut-être sauté quoi, le fait qu'on a à des échelles à la galactique, aux courbes de rotation dans les galaxies, jusqu'aux amas de galaxies, puis au cosmic web, puis au CAB, on a différentes signatures de la matière noire qui concordent avec lambda CDM. Donc c'est difficile d'échapper à la matière noire. Mais malgré tout, on sait, à part le fait qu'il faut une certaine quantité de matière noire dans l'univers, on n'a aucune idée de ce que c'est. Tu as déjà entendu parler un peu de matière noire? Ah oui, Voilà. depuis 2, 3 mois, oui. Ouais, donc ça. Donc en particulier, donc on sait qu'il y en a à peu près 27% de la densité d'énergie aujourd'hui, qu'elle est froide, donc dispersion de vitesse négligeable de l'univers récent. Elle interagit très peu avec les photons, donc on ne la voit pas dans l'optique. Et elle est presque sans pression, au sens, contrairement au gaz,
Notamment, si on regarde le Bubble Cluster, on voit que, comme les étoiles, quand on a deux clouds de matière noire, ben, ils ont l'air de se traverser l'un l'autre et de ne pas être choqués comme un gaz par des collisions entre les atomes. Mais on a une énorme incertitude sur la masse, par exemple. Donc, on va d'échelles euh, qui sont même très petites par rapport à la physique des particules ordinaires, de 10 puissance moins 22 électronvolts, jusqu'à des échelles macroscopiques, genre une masse solaire, si on avait des trous noirs primordiaux. Donc les WIMPs dont dont David parlait tout à l'heure, typiquement, ils font l'ordre de 100 GeV. Euh, et moi, ce que j'ai regardé, c'est des cas où la matière noire, c'est des particules qui font entre 10,22 et 1 électronvolt. Donc, typiquement, 20 ordres de grandeur plus faible que le scénario standard WIMPs. Donc, c'est pour ça qu'on dit ultra light, ultra légère. Donc, c'est des scénarios de particules ultra légères. On peut dire que c'est de la hot dark matter. Non, parce que pour que ça marche aussi, il faut que ça soit produit non thermique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à l'équilibre thermique, donc c'est pas de la hot dark matter. Parce que la hot dark matter, typiquement, d'habitude, on dit qu'il faut qu'elle fasse plus que 3,5 Kelvin. C'est les bornes que depuis plusieurs, peut-être 10 ans, 15 ans, ont les gens de l'IRFU, là, tes collègues, par exemple de la Brouille et compagnie, à partir de Lyman Alpha notamment. Et donc, là, non. En fait, parce que typiquement, on va dire qu'il y a un effet c'est créé par mise d'alliance, c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment fin au sens partout, il y a la phase du champ, elle est la même partout, donc il n'y a pas de dispersion. Euh, donc 10 puissance moins 22, c'est ce que les gens appellent fusil dark matter. Et dans l'idée, c'est que, comme je vais l'expliquer un peu après, dans ce cas-là, il y a des effets comme en mécanique quantique, juste parce qu'on a des équations d'onde, qui sont que le principe d'Eisenberg, du fait qu'on ne peut pas être localisé à la fois en espace réel et en espace de Fourier. Et donc, tu ne peux pas localiser, tu as une longueur, typique longueur de De Broglie, en dessous de laquelle tu ne peux pas localiser les particules. Et c'est pour ça que c'est fusil. Fusil au sens, c'est un peu flou. Donc c'est pour ça que les gens appellent ça fusil dark matter. Et si on augmente la masse, c'est de moins en moins fusil. Donc ça va, a priori, ressembler de plus en plus dans le CDM, ça ressent cet effet fusil va devenir négligeable. Mais dans notre cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder des modèles où il y a en plus des auto-interactions. Et les auto-interactions, si elles sont répulsives, sont réconciliables, elles font comme une pression effective, comme de la self-interacting dark matter. Et donc la pression effective va à nouveau éventuellement changer la physique à petite échelle par rapport à CDM qui est sans auto-interaction, collisionless. Et donc, sa classe générale entre 10 plus moins 22 et 1 électronvolt, aussi souvent en littérature, c'est ce que les gens appellent action-like particles, donc comme les actions, parce qu'un modèle physique, un candidat physique qui rentre dans cette classe, c'est l'action de la physique des particules qui a été introduite d'abord en QCD. Mais nous, on va regarder un cas plus général où c'est pas forcément l'action qui résout les problèmes de QCD, mais un champ scalaire Est-ce que l'action est nécessairement en dessous de l'EV ou Typiquement, l'action, il a 10 puissance moins 20, moins 6. C'est ça. Ce que longtemps les expériences de physique des particules, elles pointaient là-dessus parce que je pense que c'est l'échelle la plus naturelle. Mais il y a quand même une grande gamme. Mais là, l'action QCD aussi implique une relation entre le couplage et la masse du champ. Et nous, on va dire, bon, bah, on n'a pas de relation précise a priori si c'est un champ autre. Et parce qu'en théorie des cordes aussi, généralement, tu peux avoir plein de champs scalaires disponibles. Donc, c'est pas idiot de regarder des champs scalaires de manière générale. Et, et aussi, pour ces petites particules, pour ces petites masses, il faut que ça soit, tes particules, ça soit des bosons. Parce que comme la masse est petite, comme ces particules de petite masse, ben, comme tu sais qu'il faut une densité de temps dans la galaxie, c'est-à-dire qu'il va falloir t'en mettre beaucoup. Et les fermions, eux, ils ont un principe d'exclusion de Pauli. Donc, tu as une borne sur combien de fermions tu peux mettre en nombre dans la galaxie. Et donc, quand la masse serait aussi faible, tu ne pourrais pas en mettre assez pour expliquer la masse matière noire dans la galaxie. Donc, ces particules, forcément, c'est des bosons.
Mais c'est pas des particules Majorana. Elles sont pas, vont pas s'auto-annihiler. Non. Non, parce que bon, moi, à mon niveau, comme je suis pas de physique des particules, je considère juste que c'est un champ scalaire basique, mais non. Et l'électronvol, c'est parce que tu demandes à ce que ça se comporte comme de la physique classique. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les nombres d'occupations soient grands Mm. pour que tu sois dans une limite semi-classique. Mm. C'est ça. Et donc, le nombre d'occupations grand, ça veut dire qu'il faut que tu aies beaucoup de particules par centimètre cube. Et donc, comme j'ai expliqué, si la masse est faible, bah, tu augmentes le nombre de particules, puisque la densité totale massique est fixe. Et si la masse est grande, du coup, tu n'en auras pas besoin de beaucoup par centimètre cube. Et du coup, s'il n'y en a pas beaucoup, du coup, tu vas être plus dans tu vas avoir des effets discrets, quoi. Tu ne pourras plus être dans une limite semi-classique où le nombre d'occupations est très grand. Bon, alors ça, c'est des trucs standards. Je vais passer. Ah ouais, non. Ah, tu résous Ouais. ça. Donc là, c'est pourquoi en fait ces modèles euh, de champs scalaires un peu alternatifs à CDM, ça fait longtemps qu'ils existent. Notamment du côté un peu action des particules, c'est Pierre Sikili, que vous avez peut-être vu depuis le temps, qui doit être actif, enfin au moins peut-être des années 80, peut-être même des années 70, je ne sais pas. Ah Je l'ai jamais rencontré, mais enfin il a c'est 75 un ans, ancêtre Pierre. quasiment, Il a j'imagine. 75 ans, Pierre. Ouais. Et donc lui, je pense qu'il vient plutôt de la motivation action standard de QCD. Euh, donc c'est des scénarios qui existent dans le background de la littérature depuis les années 80. En France, je pense que la personne qui a regardé ça, une des premières et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 2010, c'est Pierre Chavanis à Toulouse, mais qui vient pas de la cosmologie, qui vient de la physique statistique. Alors, je ne connaissais peut-être pas, mais je le dis parce que c'est un français. Euh, et, euh, et je sais que pendant longtemps, moi, jusqu'à il y a 10 ans, je pense, dans les conférences de cosmologie où j'allais, parce que je ne voyage pas souvent, mais on n'entendait jamais parler de ce genre de modèle. C'était toujours les WIMPs et CDM, typiquement. Et donc, lui, il faisait des trucs, et je crois même que, comme d'habitude, j'ai dû lui dire des bêtises. Une fois, je lui dis, ouais, je crois que dans les conférences, ton truc, c'est bien joli, mais moi, je n'en entends jamais parler. Et en fait, il est hyper cité parce que c'est revenu à la mode depuis presque 10 ans maintenant. D'une part, parce que les WIMPs, on les a toujours pas vus, sauf peut-être hier ou avant-hier, là, où il y a peut-être une piste. Enfin, disons, il y a plusieurs fois où on a dit qu'on les avait vus, mais ça n'a jamais été confirmé. Euh, D'une part, donc du coup, les gens, de temps en temps, ils disent, bon, ça vaudrait le coup de regarder ailleurs, d'autres scénarios. Et aussi, ce qui avait été mis avant par d'autres gens depuis les années, en 2000, je crois, il y avait un papier Wayou, vous connaissez nous évidemment, Barkana et je sais plus qui, trois, je crois, qui avait relancé ça en disant oui, je crois que c'est eux qui avaient appelé ça physique dark matter, en disant avec ça, à petite échelle, vous allez au centre des galaxies, vous allez fermer des profils de densité plats, comme ça. Où tu vois, la densité est en une constante au centre, et pas comme dans CDM où on forme NFW. Tu as entendu parler de NFW déjà? Non, mais qu'est-ce qu'ils font tes encadrants? Donc, dans le scénario Oui. dans le scénario J'ai vu CDM les patates, standard, les simulations, elles te disent qu'au centre des galaxies, on forme des profils d'antimatière noire qui typiquement divergent en 1 sur R. Mm. Donc, plus tu vas au centre, plus la densité augmente. Donc, ça, c'est dans un scénario, dans les simulations où il n'y a pas de gaz et d'étoiles. Quand tu rajoutes des gaz et du gaz et des étoiles, c'est un peu plus compliqué, donc c'est pas complètement clair ce qui se passe. Ça dépend un peu de l'histoire de la galaxie, donc c'est moins net. Mais dans les scénarios qui sont simples, où il n'y a que de la matière noire, donc c'est plus prédictif aussi. Typiquement, tu as un profil qui est pentu au centre. Mais là, du fait que de ce côté fusil, du coup, ça fait une pression effective et du coup, tu as un profil plat au centre. Et donc, lui, Ostraker et Tayman ont relancé ça de nouveau en disant, ouais, c'est intéressant parce que les données, dans certaines galaxies, elles suggèrent que le profil densité est plat au centre, il ne pique pas à l'infini. Et ça sera un cas où tu n'auras pas besoin de rajouter des scénarios de baryons, il y a du poulet, il y a des supernovae, des AGN qui éjettent de la matière, et du coup, ça fait pourquoi le profil densité est plat au centre. Tu l'aurais automatiquement juste parce que tu as changé un peu la matière noire.
donc au centre. Donc ça a à nouveau relancé l'intérêt. Puis une autre chose, c'est parce que c'est de la sociologie et ces quatre personnes, elles sont toutes très connues, très célèbres. Enfin, quelques-unes encore plus célèbres que d'autres, hein. Et du coup, je pense que ce papier, il doit avoir un nombre de citations exceptionnel, hein, à nouveau. 2000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin, exceptionnel, tu vois, il y a pire, mais enfin, il y a mieux, mais déjà, il a dû écraser tous les autres papiers du sujet, et ça a à nouveau relancé l'intérêt. Et pendant quelques années, ça marchait bien. Et pour ça, avoir ça juste avec l'effet quantique, pseudo-quantique, il faut que en fait, la matière noire elle ait une masse de 10 puissance moins 22, moins 21 électronvolts. Mais il y a quelques années, depuis quelques années, en fait, les gens, comme pour Warm Dark Matter, avec l'Iman Alpha ou d'autres choses, on est capable de voir, de mettre des contraintes sur les sous-structures, sur des structures à petite échelle de la matière noire ou de d'un stage en cosmologie. Et en fait, 10 puissance moins 22, c'est comme pour Warm Dark Matter, ça n'arrive plus à avoir à la fois des corps là au centre des galaxies et passer les contraintes Lyman alpha. Donc, a priori, maintenant, on sait déjà qu'il faut au moins que tu aies 10 puissance moins 21. 10 puissance moins 21, 10 puissance moins 20. Donc, le fusil Dark Matter original, qui te faisait un rayon de cœur, là, tu vois, de presque 1 kilo par sec, dans la Voie lactée, par exemple, il marche plus trop. Quand tu parles des masses supposées des particules et des échelles de masse, Ouais. tu considères sans potentiel d'interaction, donc juste une espèce de pression quantique comme ça, ou tu parles Ouais. avec en plus un potentiel qui peut avoir la gueule que. Ah, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que si tu supposes que, moi, dans ce que j'ai parlé, j'ai considéré le cas où le potentiel, il est répulsif. Et donc, et donc, ça s'additionne, c'est-à-dire que tu as la contrainte quantique qui est déjà répulsive. Donc, si tu rajoutes un potentiel qui va être encore plus répulsif, donc ton rayon de cœur, il va être encore plus grand. Il ne peut pas être plus petit. Après, si tu as un cas où tu as un potentiel qui est attractif, là, il y a un régime où tu pourrais, pour une certaine gamme de masse ou de densité, ben, tu pourrais pousser un peu vers la gauche, un rayon plus petit, juste à cause du potentiel attractif. Puis après, généralement, il me semble, c'est le cas, le phénomène quantique qui va dominer, il me semble. Et c'est pour cette raison de pression que tu as aussi moins de satellites? Ben oui, parce que c'est comme pour un dark matter, tu formes un peu moins de sous-structures, hein, pour les petites sous-structures. Donc, ouais, donc c'est ce que j'expliquais là. Donc, en fait, la longueur tu as une échelle caractéristique qui est la longueur de De Broglie, qui est 1 sur mv, où m, c'est la masse de tes particules, et v, c'est la vitesse typique dans le halo que tu considères. Donc, pour une galaxie, quand une Voie lactée, ça serait 200 km par seconde, par exemple. Et donc, tu vois que si tu prends une masse de 10 puissance moins 22, tu obtiens à peu près 1 kilo par sec, pour une vitesse typique pour une galaxie, genre la Voie lactée. Et donc, les gens ont fait des simulations. Et ce qu'ils voient, effectivement, c'est que ben, au centre, tu formes un cœur plat, puis avec un profil bien précis que les gens appellent soliton ou boson star, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Et au-delà de ce rayon typique, ben, en fait, à grande échelle, en fait, ton champ, il va se comporter comme CDM, parce que la densité est plus faible, donc les effets d'interaction vont devenir faibles, et donc tu vas te comporter comme CDM, et donc tu vas retrouver un profil type NFW. Et donc les gens ont fait des simulations fused dark matter, et c'est ce qu'ils observent. On voit qu'à grande échelle, on forme du cosmic web comme CDM, et puis au centre, on forme des halos, puis au centre des halos, on forme un profil plat avec un profil bien. Donc tu vas avoir plus de mal à nourrir un trou noir au centre. Ouais. En partie, ouais. Ouais. C'est vrai. Oui, on avait écrit aussi un papier là-dessus il y a 2 ans sur le fait qu'il y a eu, parce que depuis que les trous noirs sont devenus populaires, il y a une flopée de papiers qui disent qu'est-ce qui se passe si on a un trou noir avec un profil de matière noire, ça, puis les gens ils prennent des profils de matière noire qui ou n'importe quoi, un quiz, et puis voilà, puis tu fais ce que tu veux. Et puis nous, on avait calculé quel est le profil. Je pense pas que j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a des slides là-dessus, je crois. Quel est le profil d'un champ de matière noire comme ça autour d'un trou noir? Et donc, c'est un bon. En symétrie sphérique, c'est le Bondi problème classique que tu as dans les textbooks, dans les manuels de cours. Euh, Sauf que là, tu as une équation d'état effective qui est, pour nous, et serait P en rho carré, au lieu de rho 5 tiers. Et donc, tu peux calculer vraiment le profil. Tu n'as pas le choix, c'est donné par main. Et donc, on avait calculé en fait l'impact sur le shadow radius, par exemple, et on voyait qu'il était assez faible.
Parce que, ouais, une fois que tu veux faire un truc qui est autocohérent, bah, du coup, tu as moins de paramètres libres, et du coup, voilà. Euh, donc, nous, ce qu'on va faire, on va rajouter les auto-interactions, c'est ce que je vais expliquer après. Donc, nous, on a vu ça avec Philippe. On a commencé ça il y a peut-être maintenant 6 ans, 5 ans, 2019, le tout premier. Ça fait 7 presque. Bon, on est 2025, hein. On n'est pas. Ouais. Ouais. Et en gros, parce que c'était un peu moins étudié, le cas où on avait l'auto-interaction. Donc, je reviens à la base. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est juste un modèle qui est défini par un champ scalaire phi. Donc, on a le terme cinétique dans l'action, et puis un terme potentiel V2 phi. Donc, vous m'arrêtez si je vais trop vite ou pas assez vite. Donc, si on calcule l'équation du mouvement associée à cette action, bon, on a l'équation de Klein-Gordon. Donc, comme d'habitude, un phi seconde plus le terme du potentiel. Puis, comme on a cosmologie, on a un terme de friction de balle phi point. Et si on n'a pas d'interaction, c'est le cas où on considère que le potentiel est juste quadratique, phi carré. Donc là, on a une équation linéaire. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que dans l'univers jeune, où la friction de Hubble est grande, H est grand, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que le freinage, du coup, va être très fort. Donc, du coup, le champ, il évolue presque pas, il est presque, comment dire-t-on, il bouge pas, il est presque fixe. Puis, une fois que l'univers a vieilli, donc le H est devenu plus petit, donc on va être dominé par ça. Et tu vois, si tu as que ça et puis que tu as un terme en phi, bah, tu as phi seconde plus phi, bah, c'est cosinus ou sinus, tu sais, des solutions. Donc tu vois, tu as ton champ qui est aussi au fond du potentiel. Et si c'est cosinus, donc un potentiel quadratique, bah, tu vas trouver qu'en moyenne, ce que tu appellerais la pression, en moyenne, va être nulle. Et donc, en moyenne, c'est comme la matière noire ordinaire, sans pression. Et donc, la densité moyenne va décroître comme A-3, ou le facteur d'échelle. Donc, si tu avais pris un potentiel différent, ça ne serait pas le cas. Donc, tu ne pourrais pas faire de la matière noire. Donc, pour que ça marche, il faut que ton potentiel soit dominé par le terme quadratique, au moins à barre redshift, là où tu observes vraiment la matière noire. Plus, nous, on va regarder un terme sous-dominant d'auto-interaction, qui correspond à typiquement, on va considérer un terme en phi 4. On peut considérer des cas plus compliqués où on a une fonction non linéaire, mais généralement, on imagine que c'est un développement de Taylor. Et donc, le terme après phi carré, on va dire que c'est phi 4. Si, par exemple, on dit qu'il y a une symétrie phi moins phi. Donc, c'est ce qu'on regardera dans la suite. Euh, donc, on prend un coefficient lambda positif, ce qui correspond à dire que c'est un terme répulsif. C'est-à-dire, suivant le signe du VI, ça va être soit répulsif, soit attractif. Alors, pour être complètement honnête, en fait, les modèles les plus naturels, ils sont attractifs. Ils ont un moins ici. Typiquement, l'action QCD, il a un moins. Mais nous, on s'est focalisé plutôt sur le terme répulsif, hein, parce que c'est là où il peut se passer des choses intéressantes. C'est-à-dire que tu peux former les états au départ, au centre des galaxies, des cœurs de matière noire qui soient stables et supportés par une pression effective. Donc c'était ça un peu la motivation au départ. Un peu dans la suite. Vous avez de quoi? Hein? Par rapport au cusp ou par rapport à quoi? Ouais. Ouais. Ou d'une manière générale, voilà, ça nous paraissait plus intéressant de ce point de vue. Aussi qu'il y a un terme négatif. Pardon? Mais qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ou ça rationnel, il faut que je ne pas. C'est pourquoi tu dis que tu veux garder quelque chose de stable au centre. Il y a des cas où il y a des configurations. Non, mais ça veut dire que typiquement, ce qui va se passer dans les modèles où c'est attractif, généralement, tu vas dire que le couplage est faible, et donc ça va être fusil dark matter. Et donc, fusil dark matter, ça a été déjà beaucoup étudié. Donc, pour nous, c'est un point de vue purement alimentaire, hein, si tu veux. Mais ça reste viable dans ce sens-là. Et on s'est difficile à trouver des modèles mieux motivés qui ont justement ce signe-là, et c'est pas facile du tout à faire. Enfin, ça existe. Parce qu'il y a moins de problèmes en deux cosinus. Ouais. Enfin bon. C'est plus compliqué. Ouais. Parce que les modèles genre action, je ne sais pas si vous avez peut-être, quand vous êtes à l'RFU, vous avez peut-être vu, vous avez sûrement vu des exposés de vos collègues de l'RFU sur les actions. Je me souviens, il y a un cosinus dans le potentiel, en fait, souvent on prenne. Et cosinus, c'est phi carré moins phi 4.
Et donc, tu n'as pas le choix du signe, c'est pour ça. Tu vois, ce que j'ai appelé V de phi, pour eux, enfin, ou même V de phi, plutôt, ça serait un cosinus phi. Donc, tu aurais phi carré moins phi 4 plus phi 6, etc. Donc, nous, on va regarder ce genre de. Donc, si on prend phi carré plus phi 4, on a deux paramètres dans le modèle. La masse de la matière noire, petit m, et le couplage lambda. Et en fait, aux échelles astro, qui nous intéressent, en fait, ce qui va toujours arriver, en fait, c'est ce rapport M4 sur lambda, qui essentiellement va nous donner une densité caractéristique et aussi un rayon caractéristique, sur racine de G rho A, qui typiquement, donc ce rayon, ça va être le rayon où le profil devient plat, donc ça va être la taille typiquement des solitons ou bosons stars. Et ça, c'est le rayon, la densité au-delà de laquelle les auto-interactions deviennent fortes, deviennent aussi grandes que les termes en phi carré et où tu deviens aussi relativiste. Alors, d'autres critères, c'est ce que disait Philippe, on veut que le nombre d'occupations soit grand. Une occupation, ça va être la densité divisée par je sais pas pourquoi c'est P, là. Fois divisé par un volume, ça devrait être R, là, non? Divisé par une taille caractéristique au cube. Et donc, pour que ça soit grand, il faut que M soit petit. Et on veut aussi que la longueur de Bragg soit plus petite qu'un kiloparsec, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des cœurs plats des galaxies qui soient plus grands que les galaxies elles-mêmes. Ou que le centre, ce qu'on appelle le centre d'une galaxie. Le PCP, c'est 1 sur R. Hein? C'est l'intégrale de D3R fois ρ. Et tu prends que R, typiquement, c'est 1 sur P. Ah, ok, ouais, ok. Oui, t'as raison. Ah, ouais. C'est rho R cube, en fait. Oui. Parce que si 0 sur un cube, ça Oui, Ça, c'est pas vraiment la bonne dimension. C'est vrai, c'est sûr. Donc, je parlais un peu que comment on forme des halos de matière noire avec un cœur. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait ces dernières années avec une étudiante. Donc, Il y a Madrid maintenant. ouais, Raquel, peut-être vous vous souvenez d'elle, hein. Donc, l'idée, c'est que les gens, avant, ils avaient regardé, comme j'ai dit, Dark Matter, donc les copains d'interaction, ils ont vu qu'on formait des cœurs au centre. Et donc, on s'était posé la question, est-ce que quand on rajoute des interactions, ça reste vrai? Est-ce qu'on forme aussi naturellement des cœurs là au centre, tout seul? Donc, je vais expliquer ce qu'on fait. Donc, on a donc dans le cas cosmologie, formation des galaxies habituelles comme pour CDM, les galaxies, c'est dans un régime non relativiste, un ordre très bon, on n'a pas besoin de prendre des corrections 1 sur C. Et donc, en fait, dans l'approximation d'un régime non relativiste, comme vous pouvez vous imaginer, en fait, on peut simplifier l'équation de Planck-Gordon pour placer une équation de Schrödinger. Un Schrödinger, c'est une équation non relativiste. Et donc, pour ça, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on décompose le champ scalaire phi sous cette forme. Donc, en fait, vous voyez ce qu'on a fait, on a factorisé un terme exponentiel moins IMT fois psi où psi est une fonction d'onde complexe. Vous voyez qu'en fait, on a factorisé les oscillations à la fréquence m. J'ai dit le champ, il oscille comme un malade à la fréquence m. M, c'est très grand, en fait, par rapport aux échelles de temps Hubble ou la durée d'une galaxie. Et donc, typiquement, notre champ scalaire, il fait qu'osciller. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être, par exemple, la densité, c'est pas phi, c'est module de phi au carré. Donc, si la phase, elle aussi à toute vitesse exponentielle moins t, dans la densité, ça ne se voit pas, puisque le module de phi au carré, lui, il aussi pas. Alors, donc, en gros, ici, ce que ça fait, c'est que ça factorise les oscillations, et on obtient une équation maintenant de Schrödinger pour psi, qui maintenant va évoluer sur des échelles astrophysiques. Donc, c'est le rythme d'oscillation, c'est quoi, tu dis? Petit m. M, c'est la masse de la particule. Et ça te donne quoi comme type Honnêtement, je ne sais plus, mais c'est très rapide, hein. Aux échelles astrophysiques. Parce que matière noire, elle n'a rien à voir avec un milliard d'années, quoi. C'est 10 puissance moins 6 électronvolts, par exemple. Je ne sais plus quelle fréquence ça fait. C'est facile, c'est un GeV, c'est 1 seconde, c'est 10 puissance 25 GeV moins 1. D'accord. Alors après, tu fais la conversion. Ouais. 10 moins, donc ça fait des échelles qui sont assez courtes, en fait.
J'avais un crayon, Ouais. je ferai. Ou en fréquence, ça fait combien? On avait dû voir ça, ça fait. Oui, dans le papier, j'ai oublié. J'ai oublié. La Je personne sais pas, a- 2,6 Hertz, donc ça fait Non, 2,6 mais, secondes. C'est- Bon, ça fait peut-être 2,6 secondes. Continue de parler, parce que Donc, un an, je vais par calculer. exemple. Il reste 6 mois, quoi. Et donc, mais dans notre cas, donc on a l'équation de Schrödinger où on a le terme signifié de 6 points, on a un terme H qui est dû en général à l'expansion, le terme laplacien habituel. Ici, donc, si vous savez, en mécanique, typiquement, ben, vous avez ça, où phi, c'est le potentiel externe de où est votre champ. Mais d'où, donc ça, phi, c'est phi Newton, donc en fait, c'est donné par la gravité, donc l'autogravitation de la matière noire. Ici, je vais regarder que de la matière noire, on peut l'exposer, il n'y a pas de baryon. Donc déjà, à ce niveau, c'est non linéaire, contrairement à la mécanique quantique standard, parce que phi Newton, il est autogravitant, donc il est donné par psi lui-même, puisque la densité, c'est module de psi carré. Donc en gros, là, vous avez déjà un terme cubique. Et puis on a rajouté le terme qui vient de VI, donc des autres interactions, qui va, comme on avait VI, c'était phi 4. Donc en fait, ça va donner un psi cube. Donc à nouveau, un terme non linéaire. Donc en fait, c'est une équation de Schrödinger non linéaire. Donc ce qu'on appelle aussi Gross-Mitaevski. Ce qui arrive aussi en matière condensée. C'est une équation qui arrive en matière condensée, donc en superfluide. J'en reparlerai tout à l'heure. Là, On n'a pas de contrainte de temps. ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que je peux finir jusqu'à ce soir. Si, moi, oui. Ça peut paraître pas. 4 heures. Donc, l'idée, c'est que maintenant, le fait que pourquoi on s'intéressait au cas ou d'interaction, c'est que dans ce cas, l'analyse aussi simplifie. C'est-à-dire que si. Non, ouais, j'ai sauté un transparent. Donc, on a l'équation de Schrödinger. T'as pas fait mal longue. Et voilà. Et en fait, donc, je les ai rappelé ça. Donc, on a l'équation de Schrödinger, mais non linéaire, parce que phi Newton, c'est donné par l'équation de Poisson, avec rho, c'est psi carré. Et phi I, en fait, ça va être donné par psi carré aussi, puisque comme j'ai dit, ici, c'est aussi un terme cubique, parce qu'on est parti d'un phi 4. Et ensuite, moi, j'avais oublié ça. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, déjà dans les années 20 ou 30, je ne sais plus, 27, 20, 27, Magluk, au début de la mécanique quantique, avait remarqué qu'en fait, l'équation de Schrödinger, ça peut s'écrire comme des équations hydrodynamiques, enfin, ce qui ressemble à des équations hydrauliques, en faisant ce changement de variable. C'est-à-dire que psi, qui est complexe, bon, on dit l'amplitude, en gros, c'est une racine de rho, ouais, rho, c'est la densité, et puis la phase, potentiel IS, à partir de la phase, on définit un champ de vitesse, le gradient de la phase. Et si on substitue ça dans cette équation, et puis on regarde partie réelle, partie imaginaire, parce que maintenant ρ et s sont réels, donc on a deux équations, et on trouve l'équation de continuité, ici, et une sorte d'équation de l'air, sauf qu'on a rajouté un terme phi q, qui est à ce truc, qui est à cette expression un peu bizarre, laplacien de la racine de ρ, divisé par racine de ρ. Mais ça ressemble à l'équation de l'air avec un potentiel externe total qui serait phi q plus phi Newton plus phi I. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi quantum pressure. Et donc c'est ça qui fait que pour fusil dark matter, on a une sorte de pression effective euh, au centre des galaxies. Et tu vois que c'est en 1 sur M2. Donc plus ta particule est légère, plus ça va être important. Donc c'est pour ça que ça te fixe, si tu veux 1 kilo par sec, ben voilà, clé, ça te fixe M égale 10 puissance moins 22 électron-volts. Et si M est plus grand, ben ça va être négligeable. Et nous, on va considérer le cas où M est plus grand, donc ça, c'est négligeable. Et donc, en gros, il va rester que phi Newton plus phi. On va supposer que c'est ça qui domine. Et pour nous, comme phi, c'est psi carré, donc c'est ρ, puisque ρ, c'est comme psi carré. Donc phi, donc c'est linéaire en ρ, et donc ça veut dire que la pression serait en ρ carré. D'accord? Puisque équation hydrostandard, c'est gradient de P sur ρ. Ici, donc, phi égale P sur ρ. OK. Ouais. Si vous aimez l'histoire des sciences, ce truc-là, c'est ce qui est utilisé par De Broglie et Bohm dans leur, Pour le guide d'onde.
Ouais, l'équation pilote. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le V, c'est ce qu'il appelait ce que la particule suivait et la densité suivait mon pilote. Hmm. Donc c'est pour ça que c'est la super mauvaise presse, parce que les trucs à deux Ah oui, parce que c'est élevé et comme on voit là, ça. Je sais pas, je connais pas trop l'histoire, mais c'était ça qui causait en fait dans les années 30. C'était deux trucs séparés, il n'y avait pas D'accord. de complet. Mais parce que vous voyez là que V, effectivement, ça a le sens d'une vitesse. Et effectivement, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que là, c'est transparent. Enfin, on voit qu'effectivement, mais tu peux le voir de manière plus précise aussi. Ouais, Ouais. mais enfin, je sais pas, ouais, c'était parce que. De toute façon, c'était la résistance à l'école de Copenhague et Tout à fait. ça a fui. Puis après, Bohm, il a continué là-dessus, mais ils Ouais. n'ont pas fait petit. Exactement. Mais il me semble qu'il y a quelques années que j'ai eu Patrick Pitard, non? À un Ah, moment, il a oui, regardé mais, des trucs comme ça. Je sais Il y pas a si je toujours encore. il y a toujours des gens. Mais il y a peut-être 10 ans, Patrick- j'ai vu un exposé, il me semble. Patrick, Où il parlait dans le pilote. Et ouais, compagnie. Patrick, on vient faire des trucs comme ça, mais ça n'empêche pas les gens de s'amuser, ouais. Ouais. Ok. Et l'avantage des équations hydro, c'est que, en tout cas pour nous, qui venons pas de la mécanique quantique spécifiquement, on a plus de familiarité à travailler des équations hydro que Schrödinger non linéaire. Et donc, si tu prends l'équation hydro, bah si tu cherches une solution statique, donc tu dis, c'est comme pour des baryons, quoi, pour une étoile ou autre, tu regardes quel est l'équilibre hydrostatique pour un amas. Bah, l'équation hydrostatique, tu écris juste l'équation de l'air, puis tu cherches une solution à vitesse nulle, bah, c'est juste en gros que la pression équilibre la gravité. Et ici, ça veut dire que phi Newton et phi s'équilibrent. Donc, tu vois, j'ai écrit l'équation hydro, cherche un truc statique, donc V est nul, et puis ça est négligeable. Et puis ça, en fait, c'est une équation linéaire parce que phi Newton est linéaire en rho, et phi aussi. Ah, j'avais ça dans le transparent d'avant. OK? Donc ça, c'est une équation linéaire sur rho, donc je peux résoudre exactement. Et je trouve que rho, c'est sinus R sur R. Donc ça, c'est déjà fait par Chavagnit en 2011. Donc il regardait ce genre de choses. Donc c'est pour dire que c'est pas nous qui l'avons inventé. Si tu changeais ton potentiel, au lieu de prendre un potentiel en phi 4, bah, tu auras un autre profil, une équation qui serait non linéaire, plus compliquée, mais tu pourrais résoudre. Et donc, ça te donne quel est le profil de densité. Et tu vois que là, que ce profil, il s'arrête à R égale pi sur 2 R1, non pi R1, parce que ça devient zéro à un certain rayon. Et donc, en gros, ça te donne que tu formes une solution avec un rayon fini. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au-delà de ce rayon, en fait, tu aurais une queue exponentielle, parce que du coup, la pression quantique, là, elle serait plus négligeable. L'approximation que j'ai faite ici, ça serait plus vrai, parce que même si c'était petit à cause d'un m grand, mais malgré tout, comparé à zéro, ben, même un truc petit, ça reste pas petit devant le. T'as deux potentiels ou parce que quand tu dis, si tu dis boson star, ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'arrête net. Ouais, comme là. Ouais. Et, ok. Et donc, quand les gens, dans certains contextes, les gens pensent à des rayons qui, au lieu d'être 1 km/s, soient un rayon stellaire. Et donc, ils disent, ah ben ça, je formerais comme une étoile, mais au lieu d'être faite d'hydrogène, ça serait une étoile faite de matière noire. Donc, c'est pour ça que les gens appellent ça boson star. Donc, ils ont des échelles de masse complètement Ça va, il différentes. continue quand même au-delà. Euh, euh, ouais, au sens, oui, oui. Là, tu aurais une queue exponentielle, exponentiellement R. Si tu résous ça exactement sans faire l'approximation phi q égale 0, ce qui est vraiment ce qu'il faut que tu fasses, si tu veux être complètement exact, et tu trouves que tu as, au lieu d'être exactement 0, c'est exponentiellement R. Mais c'est ça. Ouais. Ça reste une masse unie, tu vois, et donc vraiment toute la masse est là. C'est négligeable la masse qui est autour. J'imagine que c'est comme le Soleil, ben, il y a comme une atmosphère, et puis du vent solaire, etc. Et donc, comme je disais, les gens ont regardé qu'à partir de simulations, au départ, ici, tu pars d'un champ aléatoire, de densité aléatoire, ou ton pied aléatoire, et ben, au bout d'un moment, tu formes une boson star au centre, enfin, à un endroit, et avec un profil plat au centre. Et donc, ce qui se passe pour une galaxie, je vous disais, ben, au centre, ici, tu vas former le profil en sinus R sur R, dans notre cas. Et puis autour, tu t'attends, tu peux former NFW, Exact. dans le cas d'une galaxie. C'est ça. Parce que une galaxie, c'est pas juste, il y a de la accrétion sans arrêt, et puis ton rayon, la matière noire n'est pas totalement tombée dans le centre.
tu vois, oui, il y a la réalisation qui fait qu'en fait, toute la matière noire ne tombe pas au centre du truc, quoi. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est regarder, bon, je vais passer les détails parce que euh, euh, on part de ce qu'on a fait, c'est une notion sans cosmologie, en fait, donc sans expansion. Donc, on prend une boîte, on part avec, on dit, je veux un profil de densité avec une bosse, donc une surdensité au centre, lisse, et je regarde est-ce qu'il va et j'ai des interactions amphicâtres, et je regarde est-ce que je vais former un soliton, ou une boson star au centre. Et donc, ma condition initiale, c'est ça. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est que ici, initialement, je veux un profil moyen qui soit la ligne noire au centre. Mais donc, pour une réalisation, en fait, j'ai un profil qui est hyper stochastique. C'est parce que, en fait, c'est comme la limite classique, c'est une limite relativement faible. Au sens, ce qui se passe, c'est que votre fonction d'onde de psi, la façon dont on va converger vers un champ classique, c'est pas que dans tous les points, psi va tendre vers un profil lisse, c'est que si tu fais du coarse graining sur un volume fini, la moyenne de ρ va tendre vers la limite classique. Mais psi, en fait, il va osciller de plus en plus sur une échelle qui est la longueur de ρ, ouais, donc en 1 sur m. Donc quand je fais tendre m vers m, c'est comme 1 sur h bar. Donc h bar, c'est comme 1 sur m. Donc h bar tend vers 0, c'est comme m tend vers l'infini. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la, tu vois, les fluctuations relatives, elles vont rester d'ordre 1 dans la limite semi-classique. Donc elles ne diminuent pas, mais c'est que the width, la taille spatiale de chaque fluctuation tend vers 0. Donc, si tu fais du coarse graining, euh, tu vas tendre vers le profil noir. Mais c'est pas. Mais bon, c'est dit, tu me diras, les particules ponctuelles aussi, c'est encore pire puisque c'est même des Dirac. Mais bon. Et donc, on part d'un champ qui est très bruité. Et AT égale 0, là, c'est une coupe à 2 dimensions sur l'équateur. Et ensuite, AT égale 150, le système a relaxé. Et là, je vois que si je fais donc le long d'un axe, je regarde le profil, bah, j'ai convergé vers un profil relativement lisse, en fait, ou qui est en fait le sinus R sur R pour la densité. Et puis, coupe équatoriale, je retrouve, bah, oui, j'ai formé un profil, un soliton sphérique, C'est bien une lisse. matrice, en fait, c'est quoi comme les équations qui sont résolues ici? Ici, c'est Schrödinger. On résout exactement Schrödinger non linéaire. Parce que, en fait, l'équation, la mapping hydro, il n'est pas complètement, il est pas toujours correct. Quoi? Non, j'ai pas compris. C'est en espace, c'est pas en espace des phases. Quand tu dis Schrödinger, je pensais que ça C'est voulait dire. on résout psi de x et de t, qui est un champ en espace complexe. des phases. Donc, on résout vraiment l'équation de Schrödinger. Et ensuite, là, j'ai ploté module de psi carré. Oui, il faut parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le mapping, le Madlung, il est mal défini parce que quand tu te souviens, c'était ça. Quand les points où la densité s'annule, c'est-à-dire que psi s'annule, ben, la phase, c'est mal défini. Ouais. Et donc, ça peut poser des problèmes. En fait, on verra après que même ça fait de la physique intéressante. Donc, tu as intérêt, en fait, à résoudre l'équation sur psi plutôt qu'à résoudre l'équation sur cette approche-là. Donc, le mapping n'est pas complètement univoque. Euh, donc là, c'est le cas où la taille du soliton, la boson star, est à peu près du même ordre que la taille du halo initial. Et puis si là, c'est le cas où au contraire, la taille du boson, la boson star ou du soliton est petite par rapport à la taille du halo initial, bah, ça prend plus de temps, mais à la fin, effectivement, tu formes un halo au centre et autour, tu as un profil qui reste fluctuant. Donc, c'est pas une AW parce qu'on n'a pas mis toute la cosmos, mais c'est ça l'idée. Donc, en gros, ce qui se passe au centre, tu as un équilibre hydrostatique et autour, tu as un régime, tu as une sorte d'équilibre qui est comme un halo virgalisé. Où ce qui compte, c'est une sorte de dispersion des vitesses. C'est pas les hauteurs d'interaction, la pression, mais c'est la dispersion des vitesses, comme pour un système d'étoiles. Donc, tu as ces deux régimes à la fois.
Donc là, j'ai passé tout ça parce que c'est pas très très important. Et le dernier truc qu'on a fait avec les étudiants, c'est aussi regarder le cas où on a des potentiels qui veulent être en phi 4. L'idée, c'est phi 4 puis coupé, parce que c'était l'idée si j'ai un potentiel qui est du genre, qui est un terme en cosinus, genre phi carré plus cosinus. Le cosinus, enfin, l'idée, c'est que tu pourrais avoir un terme qui est borné à grande densité. Quand le champ est grand, au lieu que ça croît indéfiniment, ça devient borné. Et donc, au lieu de résoudre pour simplifier, on dit bon, c'est un modèle simple, donc autant simplifier à l'extrême, et au lieu d'écrire exactement phi carré plus phi cosinus, enfin, peut-être en fonction de Bessel, on a dit juste, bah, on prend ρ, puis constante, donc on coupe. Et du coup, on peut trouver des cas plus compliqués où d'abord on forme d'abord le halocolate et on forme d'abord une boson star ou un soliton qui est dominé par les interactions. Puis l'accrétion continue, quand même, il y a quand même la matière qui continue à tomber sur la boson star ou sur le soliton. Et on dépasse ce threshold. Et là, tout d'un coup, si phi égale constante, c'est comme s'il n'y avait plus de phi, puisqu'un potentiel constant en physique newtonienne, ça ne compte pas. Et donc, ça recollapse et ça forme un soliton type fusée dark matter, donc qui est stabilisé cette fois par la pression quantique. Donc, tu pourrais, dans ce genre de molécule plus compliqué, tu peux avoir ce genre de transition. Voilà. Et ça, c'était intéressant parce que les gens avaient essayé de faire des solitos en partant de zéro soliton au départ. Ils n'arrivaient pas à les initier. Et là, le plus gros soliton, en fait, servirait exactement. Oui, ça accélère la formation. Ça passe par une phase où l'auto-interaction compte, et puis ça recollapse, c'est un truc où elle n'est pas là, mais c'est passé par l'intermédiaire. Ouais, parce que tu vois, au départ, rapidement, tu vois, tu as deux étapes, rapidement, tu formes euh, un soliton assez gros, quoi, dominé par les autoréactions avec une densité relativement modeste. Et donc, déjà, ça permet de stabiliser la matière, c'est-à-dire que équilibre hydrostatique, donc du coup, tu tues la dispersion de vitesse. Donc, ton système, tu sais, les systèmes froids, c'est plus instable que les systèmes verbalisés. Et donc, tu as une première étape, en gros, où tu stabilises le système, tu détruis l'énergie cinétique, donc tu as un profil hydrostatique. Hein? Donc, pas détruit, mais tu as converti. Hein? Pareil, en énergie d'auto-interaction, par exemple. Mais ça rien comme ça. Non, 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 non. Là, on n'a pas. Non, non, je parle pas, là, il y a plus de temps. Donc, ton énergie L'énergie totale est conservée. Elle est conservée. Donc, c'est ton potentiel qui va augmenter. Non, c'est transformé. Comme disait Patrick, c'est juste il y a tout Je comprends que ça, je comprends que ça. Mais donc, si ton énergie cinétique diminue, puisque ça reprend la vie, ton potentiel qui augmente d'énergie d'interaction, c'est ça? Oui, et tu as l'énergie gravitationnelle qui, elle, va être plus négative, puisque tu concentres un peu la masse. Et donc, et une fois que tu es là, quand tout d'un coup la pression effective de l'interaction s'effondre, et tu as une sorte de catastrophe et hop, ça s'effondre sur un pic beaucoup plus dense. Mais là, à nouveau, tu as le phénomène quantique qui revient. Tu es au kilo par sec, là? Là, comme il n'y a pas de cosmos là-dedans, l'échelle est arbitraire. Donc, Tu pourrais mettre kilo par sec si tu veux. C'est juste le choix de la masse. Mais tu peux pas mettre la taille du soleil. C'est une si tu considérais que tu mettes une masse de particules qui soit beaucoup plus grande, je ne sais plus à quoi. Parce que si tu as un collapse si tu as une catastrophe, tu peux même faire un trou noir. Il y a des cas où c'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai oublié, mais c'est peut-être le cas où tu as les. Il y a des cas où quand tu deviens relativiste, c'est-à-dire que si tu vas arrêter le collapse que dans le régime relativiste, et du coup, ça devient un trou noir. Tu vois, si tu deviens relativiste avant que le collapse s'arrête, tu formes un trou noir. Donc oui, il y a des cas où, nous on n'a pas regardé ça, il y a des cas dans d'autres régimes de paramètres, etc., où tu peux former des trous noirs. Donc, tu as quand même un scénario de formation de trous noirs à partir de matière noire qui peuvent se passer rapidement. On n'a pas vraiment essayé de faire le scénario de formation de trous noirs. Il y a des papiers qui font ça, ouais. Non, parce que comme les gens sont embêtés en ce moment,
Oui, bah, tu peux, on avait regardé une fois la C'est fragmentation. ça, la matière noire. Et donc, en jouant, ça pourrait éventuellement. Oui, tu peux dire que la matière noire, parce elle est plus compliquée que cette diane, donc tu as un potentiel. Et tu pourrais imaginer que tu fragmentes à grande densité et que tu puisses former des trous noirs. Il y a des papiers qui ont regardé ça, ouais. D'où on n'a pas regardé dans les détails. Là, il y a 2 mois, il y a un papier qui est sorti avec un trou noir à 700 millions d'années après le Big Bang, qui est à 30 millions de masses solaires, où il n'y a pas de traces particulièrement visibles d'étoiles, en tout cas, s'il y en a, c'est moins. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment être fait descendre d'étoiles. Et les mecs, ils disent, bon là, à part un trou noir primordial, on ne sait pas faire quoi. Non, je sais, ça serait un truc intéressant à Et revisiter. donc, du coup, si vous avez. Ouais. Je veux dire, Le scénario est intéressant. Ouais. Regardez, ouais. Ouais. Je pense qu'on avait dû en discuter, mais on n'a rien fait à l'époque avec Rosé. Mais oui, tu as raison, ça devient, c'est redevenu encore plus d'actualité. Ouais. Parce qu'après, du coup, tu as tout un tas de trucs qui vont avec, quoi. C'est que tu te retrouves avec des germes qui peuvent aussi accélérer la formation des galaxies. C'est pas... Et tu as toute une liste de choses qui vont avec Ouais. quand tu fais tes Ouais. courses. L'idée, ça serait d'avoir un modèle qui soit relativement explicite au sens où on montre Oui, il faut que que la formation de matière noire, enfin, dès le départ, que ça, que pas juste phénoménologique, Ouais. qui marche bien, qui a la bonne densité de matière noire, et qu'ensuite il y a une bonne fraction qui passe dans les trous noirs, Ouais. et le reste qui reste dans la matière noire autour, parce que pas que tout passe dans les trous noirs forcément. Ouais. Mais effectivement, c'est un sujet intéressant. Ouais. Je suis désolé, moi je dois y aller, parce que je dois être sur Paris. Bah oui, faut y aller. Ciao. Faut te faire à l'université. Enfin, je ne sais pas à quel point c'est à propos dans son exposé, mais quelle machinerie physique vous regardez pour essayer de trouver quelle forme fonctionnelle pour les potentiels prendre? Alors là, c'était purement phénoménologique. Bien sûr, mais tu Et, disais tout à l'heure que c'était dur, par exemple, de faire des scénarios Ouais. de ce type de potentiel. Ouais. Donc, on a des pistes. Comme disait Patrick, tu peux aller à un niveau phénoménologique supplémentaire qui est de mettre deux cosinus avec des signes différents. Ça, c'est facile. Et et en ce moment, on est en train de discuter si tu peux pas faire des modèles de dimensions supplémentaires avec certaines compactifications qui permettraient de faire ça. Donc, à première vue, ça le fait. Et maintenant, on en est à l'étape de voir si c'est possible, si ça viole pas si tu as le droit de faire ce qu'on veut faire au niveau des dimensions supplémentaires. Et a priori, tu peux faire mais si tu fais de la physique traditionnelle, il faut mettre plusieurs ingrédients pour changer les signes, c'est pas facile. Parce qu'un cosinus, comme disait Patrick, ça fait toujours x2 moins x1 supérieur. C'est comme ça. Et à part des cosinus, on ne sait pas bien faire grand-chose de plus. Parce que ça vient toujours de boson de Goldstone, de symétrie E1. Et donc, c'est toujours, tu as des exponentielles x, exponentielle x. Quand tu es en partie réelle, ça fait toujours des cosinus. Donc voilà. Il faut un peu tordre le cou à ça. Et il faut voir jusqu'à quel point tu peux le tordre. Mais c'est pas facile. Non, Il n'y a pas beaucoup de papier sur ce sujet. ok. Donc là, je me suis fait plaisir. Donc c'est ce qu'on a fait cette année, depuis 1 an et demi avec Philippe, sur les vortex. Et j'ai mis ça parce que l'été dernier, cet été en fait, il y a j'en dis, ça c'est des trucs de tabloïd américains, et ça je sais pas, c'est Philippe qui a vu ça. Ils nous ont même pas prévenu, lui il nous a envoyé mail pour nous poser des questions. C'est pas vrai, sur ce qu'on c'est a- apparu sur mon il a vu téléphone notre un jour, papier. quand je prenais mon Ouais. petit déjeuner. Et donc voilà, je dis, mais moi, c'est nous ça. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte un peu, en fait, par hasard, que au centre de ces solitons, ou bosons stars, comme je dis, donc c'est à l'eau d'équilibre hydrostatique, en plus, on peut former des vortex, donc des tourbillons. Donc, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc, c'est assez rigolo, je trouve.
Donc là, je rappelle, ce qu'on résout, c'est l'équation de Schrödinger, et puis Poisson et l'auto-interaction. Et Madelung, c'est ce mapping avec entre psi et puis un champ de densité et un champ de vitesse qui est le gradient de la phase. Et donc ça fait un champ vecteur à une vitesse qui est rotationnelle, puisque le rotationnel d'un gradient, a priori, c'est zéro. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on se dit qu'on a des systèmes qui tournent, qu'il y a de la rotation, a priori une galaxie certaine, en tout cas, elle tourne. Souvent, on pense que quand il y a la rotation, il y a aussi il y a la vorticité, du rotationnel. Alors, c'est pas un, quoi. On peut avoir l'un sans l'autre, mais en général, c'est ce qui se passe. Et donc là, on se dit, tiens, c'est étonnant, mais là, j'ai un système où j'ai jamais de vorticité. Comment ça va faire pour tourner? Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas, il apparaît des défauts, c'est-à-dire des vortex, c'est-à-dire des régions où en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que tu as t'as un champ de vitesse V qui est qui est en 1 sur R. C'est-à-dire que si je me place à deux dimensions, donc dans le plan transverse, je devrais au départ à deux dimensions, et ben tu vois, la vitesse, elle est en 1 sur R, donc en R égale 0, elle est mal définie. Donc si je calcule la vorticité de ce champ de vitesse, ben, elle est nulle partout, sauf en R égale 0. Où là, ça fait un Dirac de vorticité. Et donc, c'est ce que j'ai écrit là. Si j'ai ce champ de vitesse donc, qui est EZ, donc c'est l'axe du spin du vortex, vectoriel R dans le plan. Donc la vitesse, j'ai que la vitesse azimutale, tu vois, symétrie cylindrique. Ben, la vorticité, ben, ça va avec aussi un vecteur vertical qui est que porté par le vortex, donc au centre. Et donc c'est comme ça que je suis compatible. Tu vois, ok, c'est toujours vrai que ma vitesse, il est presque partout, la vorticité est nulle, sauf là où il y a une singularité. C'est comme un peu A sur R, ben, Laplacien de A sur R, c'est zéro, sauf au centre, où c'est un miracle. Donc là, ça peut pareil. Et en... La fonction d'onde, elle est en phi. C'est exponentielle sigma phi. Oui, donc avant, si j'étais en symétrie sphérique, ben, j'aurais juste f de r. Et là, j'ai rajouté sigma phi. Donc ça fait une dépendance mutuelle. Donc si je prends le gradient de ça, pour avoir la vitesse et la gradient de la phase, ben, ça va me donner ça, une vitesse azimutale constante proportionnelle à sigma, enfin constante le long du cercle et en 1 sur r, puisque le gradient, j'ai un d sur dr, donc dimensionnellement, je vais avoir 1 sur r. Et sigma, moi, c'est comme le spin du truc. Et il va être quantifié parce que quand je fais un tour de 2 piles le long du cercle, ben, ma fonction d'onde, elle est bien définie. Donc, il faut que je retrouve la même fonction d'onde. Et donc, sigma est quantifié. Et donc, c'est un entier positif ou négatif. Donc, si sigma égale 0, ben, c'est symétrie sphérique, il n'y a pas de vorticité. Et puis, sinon, ben, je vais avoir une quantification de la vorticité et puis de la circulation autour du vortex. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais avoir une conservation. Il y a la vorticité, comme en hydrodynamique classique. Je vais considérer le fait que la vorticité totale va être conservée ou la circulation sur un grand cercle. Et donc, donc je peux pas passer d'un spin non nul à zéro. Mais par contre, un spin élevé, je peux le couper en plusieurs spins 1, par exemple, le spin plus bas. Et en fait, les spins d'ordre élevé sont instables et vont se splitter en spin 1 ou moins 1, enfin, suivant le sens du spin initial. Euh, et en fait, ce qui se passe, et d'autre part, en substituant dans les équations de mouvement, on peut voir que chaque vortex, en position aérienne, si je regarde son équation de mouvement, ben, en fait, son vecteur vitesse va être le vecteur vitesse du fluide. C'est-à-dire que les vortex suivent le fluide, comme en hydroclassique. Et maintenant, donc par rapport à ce que j'ai avant, je vais retrouver les équations hydroclassiques, mais je ne vais plus avoir que la vorticité est nulle.
parce que vorticité, maintenant, va être une somme sur tous les vortex qui vont se former dans le fluide. J'en ai pas forcément qu'un en général. Euh, attends, c'est bête, j'ai pas mis les. C'est con, j'aurais dû mettre les photos parce qu'au départ, ça, en fait, on y a pensé un peu par hasard. Et c'est parce que je ne sais plus comment je suis tombé sur un papier de gens qui font des atomes froids et de superfluides en laboratoire, notamment à Paris, mais ailleurs. Et c'est un sujet en expansion depuis 10 ans aussi parce que les expériences ont progressé. Je sais pas, je sais plus pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ça marche beaucoup mieux avant? Et ils font des photos de leur condensat de condensat de Bose-Einstein dans ce cadre-là. Et en fait, dans cette physique-là des superfluides, ils ont la même équation de Gross-Michalewski, sauf qu'ils n'ont pas de gravité. Donc, ce qui fait le potentiel confinement, c'est pas la gravité, mais c'est un potentiel externe. Je sais pas quoi, je sais plus. Enfin, ouais, donc je sais plus peut-être électromagnétique, je sais plus qu'est-ce qui fait qu'il contient les atomes dans un certain volume. Et ils ont la même équation, Gross-Michalewski, donc l'équation de Schrödinger non linéaire. On se doute qu'ils ont l'équation de Schrödinger en matière condensée. Et ils observent et ils font tourner leur condensat de Bose-Einstein, parce qu'il est dans une boîte, donc ils font tourner la boîte, et puis ça tourne, et ils voient qu'ils forment des vortex, et ils forment des réseaux de vortex, comme j'ai montré que nous, on a aussi, réguliers. Donc les vortex, ils ne se répartissent pas, ils ne bougent pas complètement au hasard, ils font comme un damier. Et moi, au départ, j'avais vu ça dans les simulations. Au départ, j'avais dit, oulala, il doit y avoir un problème dans le code. C'est bizarre, ça. Est-ce que c'est un problème de résolution numérique? Et puis, heureusement, un jour, enfin, quelques mois après, j'ai vu ces photos. Je me suis dit, ah bon, mais si eux, ils ont fait une expérience, c'est que c'est pas un problème numérique de mon code. Et donc, on a compris que, en fait, c'était vrai. Et donc, qu'est-ce qui fixe le damier? Euh, Les dimensions caractéristiques et tout ça. Et ben, en fait, ça va être juste combien il y a de vortex dans ton système. Et ça va être lié à quel est le moment angulaire du système. Parce que le moment angulaire, il va être proportionnel au nombre de vortex, parce que chaque vortex, il est spin 1. Donc, le moment angulaire de chaque vortex, il est fixe. Enfin, il dépend de la masse des particules, mais la masse des particules fixe. Et donc, plus tu vas faire tourner vite, bah, si tu fais tourner 2 fois plus vite, tu auras 2 fois plus de vortex. Je peux remettre l'équation avec le sigma là, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un paramètre epsilon qui est en fait qui est comme le 1 sur m dont on parlait tout à l'heure. Ouais, comme le H-bar. Pour eux, c'est H-bar. Et en fait, donc la circulation totale, c'est n fois epsilon en fait. C'est comme grand N H-bar. Et donc, oui, on est dans un régime epsilon petit. Ça, on dit que les effets quantiques sont faibles par rapport aux effets de pression, d'interaction. Donc, epsilon petit et h bar petit, ça c'est vrai dans la vie de tous les jours. En laboratoire, h bar est vraiment petit. Du coup, tu vas avoir beaucoup de vortex dans le cas. Alors, on prend pas epsilon tout trop petit parce que mes simulations, c'est des simulations d'amateurs. Donc, elles casseraient tout de suite. Mais on peut mettre 0,01, 0,05, et donc on voit un nombre déjà une dizaine de vortex. Et donc, fusil dark matter, ça serait epsilon égale 1 ou plus grand, c'est-à-dire que le hauteur d'interaction serait négligeable, et du coup, au mieux, tu aurais un seul vortex au centre, ou pas. C'est pour ça que les gens qui font fusil dark matter, ils n'ont pas ça, ils ont seulement des vortex en dehors du soliton. J'ai pas compris comment on passe de là, on a le velocity field, donc le Dirac qui apparaît, il y a une vorticité seulement dans les points singuliers, mais il n'y en a qu'un seul. Donc on passe de cette slide à la suivante en disant en fait on a plusieurs vortex qui Parce que la apparaissent. fonction d'onde, c'était un produit après. Parce que là, j'ai supposé le cas, ok, j'en ai qu'un en R égale 0. Ok. Donc c'est la fonction de ça. Mais après, un ansatz ou si j'en ai plusieurs, ben, je vais avoir un produit autour de chaque spin, autour de chaque vortex, d'un terme qui est en gros l'exponentielle I fois sigma la phase. Ah oui, La c'est phase la mesure question autour du de savoir vortex. où sont les vortex, combien il y en a, et on a aussi besoin de savoir le n, ce qui vaut le nombre de vortex. Donc là, on a substitué cet ansatz dans l'équation du monde. J'ai supposé, ok, j'ai n vortex, et comme j'ai dit, si j'ai n vortex de spin 1, ils vont être conservés, puisque la vorticité totale est conservée. Sauf s'il s'échappe du système, genre dans les expériences de laboratoire, s'il tape contre le contenant du système d'atomes froids,
Là, la physique est plus donnée par Hospitaliski, c'est plus compliqué. Et c'est là que. Mais là, tout ce qui est fait, c'est dans une boîte où il n'y a pas d'effet de jour. Ben nous, voilà, parce que nous, en cosmologie, nous, on a un système infini. Enfin, Oui. il n'y a pas, il y a pas une paroi autour de l'univers, et l'univers, il est dans mon mètre cube, et puis à côté, je suis à côté de l'univers. Hein. Donc oui, c'est le problème. Donc nous, on est conditions au bord périodique, en fait, dans la simulation. Donc, en fait, on peut résoudre l'équilibre hydrostatique. Ce qui se passe, c'est que, en fait, maintenant, l'équilibre hydrostatique, je n'ai pas expliqué, mais j'ai dit, on résout dans l'équation de l'air, mon la vitesse à zéro. En fait, on peut voir aussi que ça correspond à un minimum de l'énergie à masse fixe. Tu sais, c'est système variationnel. Tu cherches un principe variationnel pour trouver l'équilibre. Donc, tu fais la variation de l'énergie avec des contraintes. Et nous, typiquement, c'est les masses fixes. La masse est conservée. Ici, on rajoute une deuxième contrainte qui est le moment angulaire est conservé et non nul. Et du coup, ça nous change d'un profil d'équilibre. Donc, en fait, il va trouver comme une banquette, c'est-à-dire une sphère, mais qui va être un peu aplatie. On dépose. Donc, oblate en anglais, je ne sais pas si c'est comment on dit hein? Oblong. Oblong, voilà, oui, probablement, tu as raison. Peut-être, ouais. Et puis c'est stable quand la rotation n'est pas trop rapide. Et donc, je montrais directement les photos en 2D. Donc là, j'ai montré des images d'assimilation dans le plan équatorial et le plan vertical. Donc, dans le plan équatorial, c'est par rapport à l'axe du. Ce qu'on fait, c'est que maintenant, par rapport aux simulations tout à l'heure, la différence, c'est que je pars d'un halo sphérique, mais je pars avec un moment angulaire non nul. Avant, je ne mettais pas de rotation en moyenne. Maintenant, je fixe une rotation en moyenne non nulle et macroscopique. Donc, mon système va tourner. Et du coup, dans le système équatorial, je garde une symétrie azimutale perpendiculairement à mon axe de rotation. Donc, je trouve bien un cercle, à nouveau un soliton. Et ce qu'on voit, c'est que dans le soliton, j'ai comme un sorte de damier régulier avec des points jaunes. C'est-à-dire que vous voyez des points où la densité est plus faible que la zone rouge orangée. Donc, c'est ça que j'avais vu au départ. Je m'étais dit, zut, j'ai un problème dans mes simulations. Je m'étais dit ça, ça reste des conditions initiales ou je sais pas quoi. En fait, non. Donc, ça, c'est la densité. Ça, c'est la phase. Et en fait, vous voyez clairement au centre du soliton une structure en étoile bien particulière. Et en dehors, c'est complètement bruité. Donc là, c'est l'équilibre hydrostatique. Et en dehors, ça serait NFW, si vous voulez. Enfin, pour nous, moi. Et vous savez, en gros, c'est complètement aléatoire, stochastique, réalisé. Ça va pas relaxer. Et là, c'est le winding number. Donc, autour de chaque point, je fais un tour et je regarde si la phase, elle a fait un tour de 2π ou elle est restée à 0, quoi. Elle est revenue au même point. Donc, si elle est revenue au même point, c'est que c'est régulier. Si elle a fait un tour de 2π, ben, c'est que j'avais un vortex singulier de spin 1 au centre, ou -1. Et donc, ce qu'on voit, donc j'ai plus ou -1, c'est vert ou rouge. Et on voit qu'au centre, ben, j'ai tous les spins du même signe. Et vous voyez qu'ils sont relativement réguliers. Au centre, j'ai une distance typique entre chaque spin. Et alors qu'en dehors, bah, c'est complètement aléatoire parce que ma fonction d'onde, la phase est aléatoire. Donc en gros, elle passe par zéro, elle n'arrête pas d'osciller, de passer par zéro. Et j'ai des vertex de tous les sens, de tous les spins. Et si c'est le plan vertical, bah, je vois que dans la phase, bah, je vois que vraiment j'ai une structure verticale à l'intérieur du halo. Vous voyez aussi que c'est aplati, la verticale par rapport à l'horizontale, donc oblong, comme tu dis. On voit bien la différence à nouveau entre l'intérieur du soliton et autour. Euh, et ici, la densité, bah, on voit que là, on est presque le long d'un filament à gauche, vous voyez, vertical, qui traverse mon truc. Donc, comme je suis à 3D, en fait, j'ai des lignes de vortex. Donc, j'ai un vortex qui a un axe vertical. Et là, je ne vois pas, en général, si je prends un plan, comme les vortex, ils ont une taille nulle, a priori, enfin, approximativement, ben, si je prends un plan, ben, il n'y en aura qu'un dans le plan, donc là, je ne vois pas les vortex. Alors que là, dans le plan vertical, ben, je les coupe tous, donc je les vois. Si je regarde le champ de vitesse, ben, dans le plan équatorial, je vois que je tourne, j'ai une vitesse de rotation collective, ça c'est le champ de vitesse et là les lignes de courant. Et dans le plan vertical, ben, ça fluctue autour de zéro à l'intérieur du soliton.
Et puis voilà. Euh, et puis et là, donc j'ai tracé les lignes de vortex. Donc vous voyez bien les lignes de vortex qui sont approximativement verticales au centre. Donc ça, j'ai zoomé sur le centre du soliton. Parce que si je regardais le halo, ben, je ne verrais rien parce qu'il y en a partout dans tous les sens. Ah, donc si je projette plan équatorial, bah, ils sont pas complètement droits, donc c'est pour ça que j'ai une épaisseur non nulle. Et dans le plan vertical, bah, je vois qu'ils sont à peu près verticaux, ok. Et ils suivent, comme j'ai dit, ils suivent le fluide, la vitesse du fluide. Et donc en fait, ils suivent des orbites circulaires à l'intérieur du soliton, dans le plan équatorial. Donc ces lignes, elles ont une rotation circulaire. Et dans le plan vertical, donc là je fais du stacking. Donc pour tu sais, entre 85 et 86, bah, j'ai superposé tous les champs de Winding Number. Donc je vois le même vortex, bah, il est de là, il a suivi cette trajectoire. Et puis là, dans le plan vertical, bah, je vois la trace de certains qui ont traversé le plan vertical pendant cette durée. Donc je vois, eh ben, effectivement, ils sont à peu près verticaux et ils ont traversé à un certain moment. Et puis autour, c'est le désert, c'est la pagaille. Donc il y avait déjà des simulations Phi Dark Matter par Lamouille. Enfin, ouais, ils avaient des simulations et ils avaient analysé, mais vous avez vu Dark Matter, donc ils voyaient pas ça. Et en gros, ils avaient que ça, que cette région-là. Ils voyaient que la phase, bah, elle s'est annulée à plein d'endroits. Puis eux, ils regardaient des cas où epsilon est grand, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas autant de vortex que ça, mais ils trouvaient qu'il y avait une phase aléatoire et donc des vortex qui apparaissaient et disparaissaient un peu dans tous les sens dans leur système. Et là, le fait d'avoir des auto-interactions, du coup, tu obtiens grosse Mikhailovsky, comme dans les superfluides, où tu as des auto-interactions aussi. Et du coup, tu as cette physique différente, où tu as un cœur stable avec des vortex bien définis au centre. Dans une galaxie, ça se manifesterait comment? Ben ça, c'est le truc qu'il faudrait qu'on garde aussi, ce serait intéressant, hein. C'est ce qu'on demande à chaque fois, enfin à chaque Ouais, fois. On n'a pas parlé 36 fois, mais ouais, parce que le problème, c'est que c'est matière noire. Donc, soit est-ce que ça se voit en lancing, mais je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, c'est pas des pics de densité, c'est des vides. C'est-à-dire que la densité s'annule le long de l'axe du spin, du vortex. Alors, est-ce que ça peut se voir? Je ne suis pas sûr. Et est-ce que ça aura un effet sur le gaz? J'ai l'impression là. Éventuellement, est-ce qu'il sentirait le fait que le processus gravitationnel est un petit peu modifié parce que tu as des régions où tu as une sous-densité? Alors, il y avait des Mexicains cet été qui ont publié un papier où ils regardent ce genre de choses, en fait, avec, il me semble ils ont pas beaucoup d'ordres, je ne sais plus s'ils en ont qu'un ou peut-être trois ou quatre dans leur galaxie, enfin, dans leur halo, où ils ont à la fois du gaz et la matière noire. Et ils disent qu'ils voient que le gaz, en fait, il suit comme un tourbillon. Je sais pas trop pourquoi, mais enfin, ouais, depuis j'ai oublié, je sais plus enfin, pour moi, a priori, c'est pas évident pourquoi ça marche aussi bien, mais ils disent, oui, on voit que le gaz, en fait, il est sensible au fait qu'il y a un tourbillon de matière noire et il s'organise autour du tourbillon aussi. Et ils disent, on le voit dans notre simulation, donc ça pourrait éventuellement se voir. Donc ça pourrait valoir le coup. Et ouais, donc ça c'est un truc à voir. Est-ce que ça pourrait se voir? Et un deuxième point, donc je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà épuisé mon temps. Ouais, plus que ça. Euh, donc là c'est juste un truc, un récapitulatif. Euh, le, ouais, un truc qu'on se disait, c'était par rapport aux expériences, c'est que nous, on a des lignes de vortex, mais c'est généralement en hydro qu'on a des vortex. Alors, c'est une ligne de vortex, ça ne s'arrête pas au milieu de nulle part. Il y a une sorte de conservation de la circulation. Donc, elle ne s'arrête pas au milieu du fluide toute seule. Donc, t'imagines bien que dans un laboratoire, ça marche parce que tu as une paroi. Donc, t'imagines qu'en fait, s'il y a un superfluide ou des conserves Einstein, bah, quand ça atteint la paroi, bah, là, grosse pétée. Ce qui ne marche pas parce que là, on a un métal, donc tu as des électrons qui bougent, qui circulent. Et donc, il faut vraiment grosse pétée en matière condensée, c'est aussi une approximation. Je veux dire,
t'as pas écrit que tu avais des électrons individuels, etc. Là, tu te souviens qu'à nouveau, tu as des protons, tu as des atomes, tu as des électrons, et donc tu comprends que là, en fait, il se passait des choses, c'est pour ça que ton truc s'arrête. Mais nous, on n'a pas de paroi. Dans une galaxie, il n'y a pas de paroi autour de la galaxie. Donc, on s'était dit, mais on n'en sait rien, que, que peut-être que, en fait, comment dire ça, donc là, tu as comme des filaments, comme des vortex, ça m'avait pensé aux filaments. Et je m'étais dit, bah, peut-être qu'en fait, les vortex, j'imagine, c'est un peu la science-fiction, peut-être qu'il y a des galaxies qui tournent, il y a des filaments du cosmic wave entre les deux galaxies, et ben les lignes de vortex, elles vont suivre le filament, d'aller d'un halo ou d'une galaxie à l'autre. Et moi, il me semblait que ça avait un certain sens, où je me disais, bah, au départ, donc, j'étais content de venir parce que j'ai dit que vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Vous faites du Cosmic Web tous les jours depuis 10 ans. Donc, au départ, j'imagine, j'ai un champ où j'ai pas de halo, j'ai une matière noire où j'ai le background avant que les structures se forment, imaginons. Et puis, en fait, le moment angulaire, en fait, il n'est pas mis au départ. Il va se former par si je me souviens, hein, par des effets de marée, entre le fait que une galaxie, mon système n'est pas symétrique sphérique, et une galaxie, elle a des voisins dans le cosmic web qui sont pas symétriques. Et donc, par effet de marée, une galaxie va tourner dans un sens, puis une autre dans un autre sens, etc. Donc, il me semble qu'il y a en fait une connexion causale entre le spin des différentes galaxies et que, d'une certaine manière, cette connexion causale, elle aurait un impact physique au sens, en même temps, elle serait modélisée, elle aurait une description complètement physique qui serait que bah, du coup, tu aurais des lignes de vorticité qui relieraient un halo à l'autre. Parce qu'en fait, si le halo il tourne du sens plus et l'autre est du sens moins, il y a une relation entre les deux. C'est parce qu'ils sont formés du même background. Et puis, tu vois, il y a une relation entre les spins et la formation de différents halos. Alors, un jour, j'ai dit ça à Stéphane Comandé qui m'a dit que c'était du n'importe quoi et que je racontais n'importe quoi, que c'est pas ça qui se passait dans la vraie vie. Alors, En même temps, c'est Stéphane, donc tu te donnes pas une réponse. mais il m'a pas dit plus, alors je ne sais pas. Puis moi, Parce qu'il y a quelque chose que tu. je ne sais pas. Je sais pas à quel point ça se connecte. Quelque chose, c'est que quand une accumulation de matière noire, Ouais. ce qui va se passer quand il y a une création d'un filament, c'est qu'il y a une région multiflow qui se crée entre les caustiques. Et dans ces régions multiflow que sont les filaments, il y a un champ de vorticité qui, au global, est nul. Si tu veux une moyenne sur une taille plus grande que les filaments, mais à l'intérieur du filament, tu as typiquement des géométries quadrupolaires avec des zones d'orientation différentes de la vorticité le long des filaments. Ils sont alignés avec le filament et d'orientation différente. C'est quoi l'orientation? Tu parles d'orientation de quoi? Du vecteur vorticité? Oui. Et au centre, il y a un endroit où ça s'annule, et puis ensuite ça part des deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de point code ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. La En réflexion. fait, si tu coupes dans le plan perpendiculaire d'un filament, typiquement, tu vois 4 cadrans d'orientation opposée de la vorticité, donc nulle à la jonction. Le plan perpendiculaire au filament, comme ça? C'est ça que je dis. C'est pas le nom du filament. Le long, en fait, le vecteur vorticité, il est quasiment aligné avec l'axe des filaments. Ouais. Tout le temps. Et si tu fais une coupe perpendiculaire, un filament, c'est une coupe comme ça. En fait, typiquement, tu vois 4 cadrans comme ça. Et dans celui-là, c'est comme ça. Tu peux dessiner le filament dans ce. Ouais, je sais pas, Si j'ai tu peux essayé de dire un faire truc en une 3D. représentation 3D, mais ça marche pas trop bien. Donc la vorticité Si tu serait regardes nulle au perpendiculaire, centre. Hein. oui. Et Et ce truc-là, après, il tourne en fait un peu. Et tu connectes un halo là et un halo là. En fait, ça mène des halos qui sont à l'intérieur de ce filaments. Mais du coup, là, en moyenne, la vorticité est nulle, et là aussi. En moyenne sur ça, oui. Ouais. Ça s'annule en fait, ce truc-là. C'est pour ça que c'est alternant aussi. Tu ne peux pas avoir juste de la vorticité en numéro qui empêche quand même de se conserver, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Globalement, il y a une conservation de la vorticité. Mais du coup, pourquoi est-ce que la galaxie-là, elle tourne? En fait, ce qui se passe, c'est qu'une galaxie dans un filament, si elle a une taille qui est plus petite que ce quadrant, par exemple une aussi, là, elle va tourner dans la elle a sens. tendance à être un peu pareille. Ouais. C'est Mais tu dirais pas que les filaments, ils connectent des galaxies entre elles? Voilà, bah après, le problème, c'est que si tu as un halo qui commence avec cette taille-là, en fait, tous ces trucs-là, ça s'annule, et ça, typiquement, ça a quasiment pas de moment angulaire.
Ah, donc c'est ça que peut-être que Stéphane voulait dire. Donc, en fait, enfin, disons, voilà, et donc ton vecteur vorticien, là, il continue indéfiniment. En fait, ce truc-là, ça tourne un peu comme Ouais. dans une simulation, en tout cas. Mais si tu traçais le champ du vecteur vorticité, Ouais. c'est quoi? Ben, j'imagine qu'elle s'enroulerait un peu comme ça. Je dirais, le ballon. Ça fait un peu comme, c'est comme un peu une structure ellipsoïdale. Et il s'arrête ici. Non, non, ça continue de l'autre côté. Mais là, tu dis, ah, attends, mais dans il a l'autre tendance côté à- du filament, il garde le même sens, le même signe. Voilà. Euh, donc, ce qui change juste, c'est que tu en as 4 qui se compensent, c'est ça que tu me dis, à l'intérieur du filament, Oui. et ils vont sur Et ça, toute la longueur du ça fait filament. pas des tubes, quoi, parce qu'en fait, ça Ils sont un peu fait un torsadés. peu ellipsoïdal, ouais, c'est ça. Ok. Faudrait qu'on regarde ça, il y a des gens à un moment donné qui disaient que les filaments eux-mêmes, ils avaient une rotation propre. Et du coup, donc il n'y a pas de lien entre entre le spin des halos. Si j'imagine que tu as un cosmic web, donc tu as des filaments qui vont que tu as des halos, qui pour moi sont des nœuds, et tu as des filaments qui rejoignent les nœuds, enfin les halos. Ça a un sens, ça? Oui. Il n'y a pas de relation entre le spin d'un halo et les filaments qui sont autour. Si, en fait, il y en a quand même un peu un, parce qu'un halo, c'est pas connecté à un seul filament, c'est connecté à plusieurs. En fait, ce qui domine, ça va être un effet de marée, typiquement. Ouais. On n'est pas. Enfin, les gros halos qui sont genre les amas de galaxies, quoi, en Ouais. œuvre, eux, ils vont pas tellement avoir de spin, tidal torquing, des choses comme ça. Ouais. Ce qui se passe essentiellement, c'est un effet de marée où le filament qui est le plus gros, le plus massif, il va avoir tendance à étirer un peu l'objet, lui donner un tout petit peu de moment angulaire, mais c'est faible. Oui, parce que enfin, c'est toujours faible, c'est en 0,1, quelque chose comme ça, même un peu moins que 0,1 le spin. Ouais, je saurais pas dire comme ça. Mais parce que moi, mon dit, maintenant tu me dis que c'est pas ça qui se passe, c'est que moi j'aurais imaginé il y ait une connexion entre le spin du halo et l'environnement, tu vois, et donc qu'ils soient liés, que les spins des différents halos soient connectés entre eux, à travers l'environnement. Oui, ça c'est clair. Parce que c'est des effets de marée, qu'ils soient linéaires ou quadratiques, en général, à grande échelle en tout cas. Ouais. Mais ça passe C'est pas vrai. à l'intérieur des filaments. C'est ça que tu me dis. Je pense que sur les petites structures comme ça, si c'est en même temps. Mais pour des gros halos qui sont en connexion des filaments, non. Pour les gros halos, alors je sais pas, il faudrait peut-être vérifier, mais moi j'aurais tendance à dire que ça va être plutôt des effets qui sont juste linéaires dans le champ de marée, Ouais. et où là il y a assez peu de moments angulaires. Oui, ça, c'est vrai. Mais tu vois, mon point, le truc, c'est que, sans que, vraiment, c'est pas mesurable, mais si ici, même si le mouvement angulaire total est faible par rapport aux échelles de la galaxie, donc disons en unité sans dimension 0,1 ou 0,001, si la masse des particules est faible, ça fait quand même beaucoup de vortex. Chaque vortex est petit, et ça en fait plusieurs, éventuellement plein. Donc, Et donc typiquement, si tu regardes les halos les plus massifs qui forment les nœuds de ces gros filaments-là, ouais. alors ils ont typiquement une orientation comme ça, avec des filaments qui partent comme ça, et donc un moment angulaire qui va comme ça. Toi, tu ne voulais pas trop orienter comme ça veut dire que deux halos, ils ont des moments angulaires qui sont perpendiculaires à leur séparation. C'est pas ce que tu recherchais, non? En fait, je sais pas trop, mais euh, mais c'est bizarre parce que du coup, tu dis le moment angulaire, le spin il est orthogonal au filament. Parce que c'est juste un effet de marée proportionnel, enfin vraiment linéaire dans le champ de marée. Donc tu as tendance juste à. Ah, tu Et dis, tu c'est-à-dire que tu halo dis comme qu'il y a ça. un filament qui fait descendre la matière comme ça et comme ça. Ouais, Et donc, c'est comme une sorte de rotation, tu alimentes avec un ouais, couple. je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, ok. Donc, c'est juste un phénomène de courant. C'est des flots de matière. Ouais.
différents, mais qui ne sont pas alignés, c'est le fait qu'ils ne soient pas alignés qui fait que ton truc tourne. Et donc, sans qu'il y ait forcément de vorticité localement, Intéressant, en tout cas. juste dans l'anneau, mais pas dans le filament lui-même. Après, sur des plus petites structures à l'intérieur de ces filaments-là, là, par contre, il y a de la vorticité. C'est un peu de régime. Ouais. Ok. Et après, quand il y a des variants, je ne sais pas trop comment ça modifie ça. Pardon, mais genre, toi, les vortex, tu les génères que parce que quelque part, tu dis il y a un moment angulaire extérieur, Ouais. en fait, Ouais. tu l'imposes quelque part. Ouais. Donc, en fait, tu es juste en train de dire que typiquement, même si tu avais des modèles, tu avais un champ scalaire qui réagissait dans les gros halos, bah, juste tu verrais pas de vortex. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de moment angulaire, il n'y a pas de vortex. Non. Ouais. Ouais. C'est pas très bon. Hein? Non, mais c'est plus joli s'il y en a. Mais oui, peut-être qu'il n'y en a pas de toute façon, oui. Enfin, a priori, s'il y avait ce modèle a un sens, il y en aurait, mais il serait, parce que le moment angulaire n'est jamais nul. Ah, exactement, mais effectivement, l'effet serait faible. Et du coup, à quel point c'est difficile d'essayer de faire ces simulations-là, mais dans le contexte cosmologique? Ben, faudrait probablement être plus fort qu'en numérique que moi, parce que faudrait utiliser un code plus costaud, j'imagine. Il y a des solveurs de Schrödinger-Poisson, par exemple, qui existent. Ouais. Et toi, ce que tu voudrais, c'est juste rajouter ton potentiel d'interaction finalement dans un contexte Ouais. un peu Schrödinger-Poisson. Oui, il y a des codes qui existent qu'on pourrait essayer de reprendre. Je rajouterais juste petit cube, en fait. Exactement. Ouais. Parce que du coup, tu as déjà psi, enfin, qui est en 1 sur m, hein, et ton potentiel newtonien, là, tu voudrais juste rajouter. Donc ça a été fait pour Fuzzy Dark Matter. Je l'ai vu dans des contextes très différents. Il y a des gens qui font du Schrödinger-Poisson, parce que ce qui les intéresse à la fin, c'est de prendre la limite, la masse tend vers l'infini. C'est une façon détournée d'aller faire du cold dark matter, avec des méthodes de résolution différentes. La Cora a fait ça. La Cora avec Oliver Hahn, Ouais. Cornelius Renff. Il y a plusieurs groupes Ouais. qui ont fait des acteurs, puis je pense qu'il y en a qui ont commencé à regarder avec d'autres interactions aussi. Ouais. Les codes Fuzzy Dark Matter en eux-mêmes, je crois qu'ils ont des problèmes de leur théorie linéaire n'est pas très bien implémentée. Et du coup, ils n'ont pas des conditions initiales super. Il y a des choses, il y a des ailes comme ça dans la littérature Fuzzy Dark Matter. C'est-à-dire que c'est plus dur que CDM. Ouais. David Motta, il m'avait envoyé il y a 2 ans un code que son étudiant avait fait. Enfin, pour voir qu'ils avaient modifié Ramsès, en fait. Et je crois qu'à l'époque, donc ça fait déjà quelques années, 3 ans, 2, 3 ans, ils n'étaient pas arrivés jusqu'à z égale 0. Parce qu'en fait, il y a quand même le exponentiel IMT, on l'a factorisé, comme j'ai dit au début, mais il reste quand même dans ton champ complexe, il y a quand même une phase qui continue à osciller plus vite que le champ de vitesse. Et donc ton pas de temps, il est plus petit que pour CDM. Et du coup, c'est compliqué. Et nous, on est dans un régime, justement, de masse grande. Et donc, c'est-à-dire que tes pas de temps, ils sont très petits. C'est le mauvais régime. C'est-à-dire que Phil Dark Matter, à la rigueur, à peu près. Mais plus tu rajoutes plus tu vas dans une masse grande, c'est-à-dire plus tes fréquences seront grandes. Et donc, plus t'es tué. Donc, c'est le problème. Mais oui, il y a plein de gens qui font ça. Enfin, plein. Il y a plusieurs équipes qui font ça. Et donc, ouais, il faudrait qu'on le fasse, mais on n'a pas, comme je l'ai dit, Philippe ni moi, on est des numériciens de choc. Donc, là, on a écrit nos codes nous-mêmes pour ça. Mais pour un code vraiment Cosmos, je pense que c'est mieux comme a fait David Motta, de partir d'un code qui existe déjà. Parce que l'AMR, tu ne peux pas l'écrire tout seul en 3 mois. Oui, non, c'est sûr. Ah, donc, soit à partir de Ramsès, soit de codes qui sont déjà sur le marché, donc c'est ça qu'il faudrait le faire. Donc, je ne sais pas, vous avez ce genre de code déjà?
Nous, on n'est que des utilisateurs. Vous utilisez quoi comme code en pratique, les codes que vous utilisez le plus de Cosmo? Ramsès, parce qu'on fait des baryons, mais sinon, si tu fais que de la gravité, Et tu, gadget. Tu utilises Gadget? Je faisais ça avant quand je faisais que de la gravité. Sinon, tu utilises Ramsès. oui, faut aller regarder je sais pas à quel point la littérature a progressé, mais il y a quelques années, Oliver Hahn, il avait un code de Schrödinger poisson. Ouais. Alors, il s'en servait dans des contextes un peu différents pour faire une espèce de condition initiale, des choses comme ça. Ouais. Donc, il y a une discussion à avoir sur à quel point leur code il est écrit que pour un régime perturbatif, des choses comme ça. Je sais pas s'il formerait des solitons, pardon. Ouais. Mais à mon avis, parler avec lui, c'est une bonne idée. Ouais. Mais par exemple, tous les gens qui font de la SIDM, ils se basent Ouais. sur quel type de code? C'est fait ça déjà avec de la MR, de l'inspiration? Je sais pas, je connais pas. Je connais pas trop, mais je pense que ils ont les mêmes codes que le CDM où ils rajoutent des opérations. Je sais pas comment ils les rajoutent, mais c'est pas Schrödinger. Non, c'est pas fait. Donc je suppose que les équations du mouvement doivent ressembler soit à l'hydro, soit à CDM. Je sais pas exactement, j'ai jamais regardé. Ouais, j'avais regardé à un moment Ramsès en se disant est-ce qu'on peut faire des trucs, un mapping hydro avant que je pense au vortex. Avant ça, quand on était avec Kraken. Mais dans Ramsès, en se disant ben, les baryons, comme j'ai une pression effective, c'est comme des baryons dans Ramsès. Et je me dis, je vais juste avoir besoin de changer l'équation d'état de Ramsès. Mais en fait, j'ai eu l'impression en regardant que l'équation d'état elle est codée dans dur dans Ramsès. Et là, c'est pas juste à une ligne où tu dis l'équation d'état, c'est ça. Je sais. C'est pas, t'as pas une équation où tu dis que P de rho, c'est le truc muche. Parce que t'as des équations, t'as des équations de jonction, t'as des chocs et tout, où là, ça dépend de ton équation d'état. Et je pense que, et notamment, moi, j'ai pas d'énergie. J'ai continuité ELR, mais j'ai pas d'équation d'énergie. En fait, c'est un peu différent. C'est plutôt comme si j'avais un fluide isentropique. Pas comme un fluide baryonique habituel où l'entropie n'est pas conservée et j'ai une équation d'énergie. Et donc les conditions au bord, elles sont différentes quand il y a un choc ou des trucs bizarres. Et donc j'ai l'impression qu'en fait il aura fallu, même si tu voulais pas faire Schrödinger, ma mapping hydro, ça aurait été pas simple. Hein. Il aura fallu en fait changer les modules hydro de Ramsès, quoi. Alors, pas mal d'endroits. Et, Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, c'est super cool. Merci beaucoup. Merci. Merci.